Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue pour ce webinaire du vendredi, voilà, qui est une bonne routine chez Sony. Voilà, on essaye régulièrement, toutes les 3 semaines, 4 semaines, de faire un point. Alors, soit sur un point marché, soit sur un fonds, soit sur une stratégie, soit sur une idée qu'on a envie de vous pousser ou de vous raconter. Alors là, en l'espèce, aujourd'hui, on va faire le point sur un fonds. C'est important pour nous d'expliquer un petit peu ce qu'on fait, comment on fait évoluer tout ça chez Sony. Aujourd'hui, on va vous parler du fonds qui s'appelle Sony Alpha Club. Alors, pour beaucoup, c'est un fonds qui ne sera pas connu, peu connu, voire même inconnu. C'est un fonds qui existe chez nous depuis très longtemps. Et c'est un fonds pour faire son histoire qui vient de la fusion entre Sony et SPPI qui a eu lieu maintenant il y a 3 ans. Et donc, Sony Alpha Club, c'est un fonds qui était déjà géré par Eric, qui va vous parler tout à l'heure avec les deux Eric Lafrenière et Eric Grolier. C'était un fonds qui était un fonds cœur de portefeuille, patrimonial, dédié à de la clientèle privée et globalement tout ce qui est un peu aujourd'hui un peu boulga. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est de remettre en avant ce fonds pour plein de raisons que vous allez voir, des raisons évidentes qui sont liées bien évidemment à la performance du fonds, qui a un track record qui est assez remarquable au cours des 5 dernières années. Et comme c'est un fonds sur lequel il s'est passé beaucoup de choses, dans lequel on a beaucoup phosphoré, sur lequel on a essayé beaucoup de réfléchir à ce qu'on pouvait en faire, à comment on pouvait le présenter, à comment on pouvait l'expliquer, on a décidé effectivement de remettre ce fonds tout en haut de l'étagère chez Sony, avec des éléments qui sont extrêmement importants. Le sujet, c'est que le premier point, c'est que je parlais tout à l'heure de Booby Boulga dans cet univers de fonds flexibles, absolute return, patrimoniaux. On sait que c'est une case un peu fourre-tout. On ne sait pas ce qu'on retrouve à l'intérieur. C'est assez difficile de se figer les idées. Et ce qu'on a vraiment cherché à faire, c'est à trouver un positionnement qui soit le plus clair possible. Voilà, pour expliquer le plus simplement possible ce qu'on fait à l'intérieur, comment on pilote la volatilité, comment on pilote le risque et comment on pilote cette fameuse flexibilité dont on vous parle tout le temps. Voilà. Moi, ça fait trop longtemps que je fais ça et effectivement, autour de la table, entre les deux Eric et moi, on a beaucoup d'expérience et c'est vrai qu'on a un peu tout entendu sur la gestion flexible, sur les bornes, sur ce qu'on fait, sur un fonds 0-100 qui finalement n'est jamais un 0-100, qui se retrouve toujours un truc un peu bizarre entre un 50-50, 60-40. On a essayé de vous montrer comment on a piloté tout ça, comment on l'a fait et surtout de vous montrer après comment ça se transforme en termes de résultats et de voir que cette flexibilité, si on la gère intelligemment, ça fonctionne très bien. Et puis, ce qu'on a cherché à y rajouter aussi, et vous allez le voir tout de suite après dans la présentation de ce qu'on fait en termes de gestion, c'est d'y rajouter des moteurs qui sont des moteurs modernes. Voilà, aujourd'hui, ça paraît difficile de parler de gestion d'actifs sans parler d'intelligence artificielle, parce qu'évidemment, c'est un outil qui est à la disposition de tout le monde, que tout le monde traite d'une manière ou d'une autre. Nous, on a décidé de le traiter de façon offensive et d'en faire un outil extrêmement puissant, extrêmement important pour aider les gérants à faire plein de choses. Donc, on va vous en parler tout à l'heure, mais je trouve que c'est un élément qui est extrêmement important également. Voilà. Donc, on va passer une demi-heure ensemble. Vous avez l'habitude, vous avez un onglet questions en bas à droite. Donc, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. On y reviendra tout au long de la présentation et on ne manquera pas de répondre à l'ensemble de vos questions en espérant qu'il y en ait beaucoup ou pas du tout. Ça veut dire que vous aurez tout compris, ce qui sera encore plus formidable. Je vous laisse la main, les deux Eric, et puis je viendrai ponctuer si toutefois c'était nécessaire, mais je connais la présentation, elle déroule plutôt très bien, donc je vous laisse faire. Et puis, n'hésitez pas donc à poser les questions s'il vous semble qu'il y a des choses qui sont pas forcément très claires. Merci Christophe. Bonjour à tous. C'est vraiment un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas parlé. Je pense que c'était nécessaire. Alors, pendant ce temps-là, nous, on a pas mal travaillé, on a pas mal réfléchi, ce que vient de dire Christophe, parce qu'on nous semblait qu'il y avait quelques ajustements à faire et que c'était important de le faire. Donc, globalement, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a renforcé l'équipe. J'étais un peu tout seul au pilotage de ce gros paquebot, même s'il y a toute l'équipe. Je rappelle que de l'équipe de Sony, la gestion de Sony, c'est 3 personnes qui sont spécialisées sur l'obligataire, c'est 4 personnes aujourd'hui sur les actions internationales, bientôt 3 personnes sur la partie actions européennes. Donc globalement, une équipe plutôt costaud sur des expertises très fortes, actions européennes, actions internationales, actions américaines avec Eric, et la partie obligataire. Donc globalement, ce fonds, c'est un petit peu le résumé de toutes ces expertises qu'on essaie d'optimiser. Donc, globalement, aujourd'hui, on a renforcé l'équipe de gestion opérationnelle de la gestion de ce fonds. Donc, Eric Lafrenière, que vous connaissez par ailleurs, que vous entendez beaucoup sur les ondes, qui est un spécialiste de la gestion action américaine ou nord-américaine avec le Canada. Globalement, il nous apporte 2 choses. Il nous apporte la première chose, une analyse du premier marché mondial que sont les États-Unis, donc l'analyse macroéconomique, un suivi très précis de tout ce qui se passe là-bas.
Et la deuxième chose, une expertise sur le choix, sur la sélection de valeurs américaines. Ça, c'est une nouveauté dans le fonds Sony Alpha Club, c'est qu'on investit en direct sur les actions américaines, ce qu'on ne faisait pas avant, puisqu'on se contentait de le faire sur le stock picking sur la partie européenne. Donc, c'est un vrai plus. Merci Eric de nous avoir rejoints. C'est vraiment un grand plaisir. La deuxième personne qui est montée un peu dans le bateau sur la partie de la gestion de Sony Alpha Club, c'est Léon. Léon, il est là depuis 5 ans chez Sony. Il a fait beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui est très international, qui a une vision globale, donc qui s'occupe, lui, plus particulièrement de la partie analyse macroéconomique. C'est lui qui suit toutes les tendances, tous les indicateurs. Et en plus, il est un peu plus jeune que nous. Donc, il maîtrise les outils, les nouveaux outils un peu mieux que nous, voire beaucoup mieux que nous. Et donc, il a mis en place un suivi à partir de l'IA. Christophe l'énonçait tout à l'heure. L'IA, aujourd'hui, c'est indispensable. On ne peut pas s'en passer. On ne peut pas regarder ailleurs. Aujourd'hui, ça existe. Il faut qu'on l'utilise. Donc, on l'utilise de façon importante dans notre gestion. On a développé, on a beaucoup travaillé là-dessus parce que ça nous semblait important de systématiser un petit peu nos analyses. Donc, on a développé un outil Quant en interne qui nous permet de suivre les cycles économiques de façon un peu quotidienne et sur du plus long terme. Et on a amélioré globalement le processus de gestion, et c'est ce qu'on va voir dans le slide suivant. Donc, la partie IA, je vais laisser Eric l'exposer. Il est plus au fait que moi là-dessus. Et donc, ça, c'est important parce que c'est nouveau et ça nous apporte beaucoup de latitude sur le traitement de l'information. Oui, donc l'idée, c'était de pouvoir traiter, analyser et pouvoir revenir sur des informations qu'on avait sélectionnées et pouvoir échanger avec une IA. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des conversations permanentes avec un outil IA. La différence, c'est que nous, on sélectionne les documents que cette IA peut utiliser. Ça nous permet d'avoir une garantie de la fiabilité et de l'exactitude des données qui sont données. On a créé plusieurs conversations, une conversation liée à l'inflation, une conversation liée à la croissance économique, une conversation liée aux valorisations de marché, aux politiques monétaires, etc. Et donc, nous, on va sélectionner donc, des documents qui viennent de sources officielles, gouvernementales ou d'analyse sell-side avec qui on travaille. Et c'est nous qui alimentons cet LLM. Et ensuite, on peut le questionner régulièrement, revenir sur des données. On peut voir l'évolution de chômage dans certaines zones des États-Unis pour comprendre si c'est plus le secteur manufacturier ou autre. Et on permet d'échanger régulièrement avec cette IA et surtout donc de maîtriser les données qui sont analysées par l'IA pour être sûr qu'on n'a pas de pollution à travers ces données. On le sait, les IA, que ce soit ChatGPT, Gemini ou autres, vont aller chercher des données partout sur Internet. Une grosse partie des données qui alimentent ces moteurs de recherche peuvent venir de Reddit. Et on voit que l'exactitude des données qui est utilisée n'est pas certaine. Alors qu'en maîtrisant le input qu'on met dans ces moteurs, on a une certitude de la fiabilité des données sur lesquelles le moteur va échanger et va nous fournir des éléments de conversation pour que toute l'équipe de gestion puisse l'interroger sur des points particuliers qui l'intéressent sur les données macroéconomiques qu'on va mettre en input sur ces diverses conversations. Merci Eric. L'idée sur l'IA, pour terminer, c'est qu'on est capable aujourd'hui de traiter un nombre d'informations bien plus importantes que ce qu'on pouvait faire par le passé. Ça nous évite d'avoir des écueils ou d'oublier des choses. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on l'imagine. On n'aura jamais une équipe de 12 analystes en interne. Et là, on a quand même les moyens d'analyser de beaucoup de données et de façon plutôt fiable parce qu'on maîtrise les inputs. Je pense que c'est vraiment important pour éviter tout ce qui peut être comme faux signaux ou autres désagréments qu'on peut avoir sur les recherches classiques. Donc, le process, globalement, aujourd'hui, il est assez simple. On n'a pas inventé des choses incroyables, mais globalement, on a processé l'histoire. En premier lieu, on fait une analyse, on l'a toujours fait, une analyse macro, c'est l'ensemble des gérants, on a des comités de gestion, on le fait tous les jours, on analyse les grandes tendances, on suit l'activité économique. Et donc, globalement, on essaie de résumer ça sur un tableau qu'on vous a présenté sur les grandes zones, entre les différents items que sont la croissance, l'inflation, la politique monétaire et autres, il y en a d'autres. Et on essaie de noter un petit peu pour donner une évaluation globale de notre analyse, mais ça, c'est vraiment l'analyse des gérants et c'est vraiment la base de notre analyse en interne. On a ajouté là-dessus, bon, tout ça, c'est avec un petit peu d'IA, donc on a amélioré l'histoire. On a ajouté, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, un outil Quant. L'idée là-dessus, c'est pas d'avoir un black box qui va nous dire il faut l'économie américaine elle est en train d'exploser ou inversement il va y avoir une récession. Non, c'est pas du tout ça. L'idée c'est de donner des signaux qui va nous éviter de trop suivre nos biais cognitifs ou émotionnels. On a vu par le passé, on a pu avoir
on a raté quelques mouvements de marché parce qu'on a du mal, une fois qu'on a pris une position, à changer de tendance et autres. Et là, ça nous réveille. Et voilà, tiens, il y a un signal sur le point qui dit il y a un truc qui se passe sur les États-Unis, sur la croissance, sur l'inflation. Donc, ça nous réveille. Donc, ça nous permet de réduire ce biais cognitif. Eric, si tu veux dire peut-être 2 mots sur la façon dont il est construit, c'est toi qui l'as quand même bien mis en place. Donc, oui, donc encore une fois, c'est un modèle qui couvre les 3 zones géographiques. Donc, on va regarder plusieurs inputs. On va regarder les indices actions sur chaque zone. On va regarder donc le comportement des valeurs cycliques versus les valeurs défensives. On va regarder les obligations à 10 ans. On va regarder les obligations au rendement. On va regarder les indices de surprise économique sur chaque zone qui sont fournis par Citigroup. Donc, on extrait de façon journalière toutes ces données. On les convertit en Z-score, une moyenne des scores. Ensuite, on va regarder le nombre d'écarts types par rapport à la moyenne des 500 dernières données qu'on a récupérées, donc journalières. Et en fonction du niveau d'écart type, si on a 1 ou 2 écarts types au-dessus de la moyenne ou 1 ou 2 écarts types en dessous de la moyenne, ça va nous donner un sentiment de marché. Et l'idée, c'est de ensuite se rapprocher du sentiment ou de la notation qu'ont fait les gérants du marché et de la comparer à ce modèle et de voir si on a des écarts entre notre perception du marché et la perception du modèle. Si on est dans le même sens, on a un niveau de conviction qui est plutôt élevé. Si on a des écarts, là, on va être amené à creuser pour comprendre d'où viennent les écarts entre notre perception et ce que nous donne le modèle quantitatif pour essayer d'affiner notre positionnement de marché. C'est exactement ça. Donc ensuite, la phase 3, c'est la réconciliation de tout ça et donc la définition ou la mise en place de nos scénarios et donc globalement, vers quoi est-ce qu'on se dirige vers la stagflation, est-ce qu'on a une récession devant nous, c'est un petit peu là-dessus, et voir comment on construit les portefeuilles dans cet univers. Donc 3 phases bien définies qui nous permettent d'avoir une vision un peu plus claire de ce qui se passe autour de nous. Ça, c'est pour la partie analyse des scénarios. Alors après, on revient un peu plus sur la gestion, on parle de fonds flexibles. Un fonds flexible, c'est bien, mais on fait quoi dedans? Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, il en a besoin d'outils. Donc, l'idée, c'est d'avoir un large éventail. Donc, on a un prospectus qui nous permet de faire beaucoup de choses sur tous les différents segments, tous les différents niveaux d'actifs. Le premier, c'est les actions, donc 0-100. Globalement, on peut être à 0% d'actions, on peut être à 100. Dans la réalité, on n'a jamais été à 0, on n'a jamais été à 100. En revanche, on était à 15 et on était à 85. Donc, on a quand même une gestion flexible qui est de conviction. On prend des positions et on les assume. Sur les actions, juste un petit mot. 2 niveaux sur les actions. Sur les actions, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais sur les actions européennes et américaines aujourd'hui, on est capable d'investir en direct, de faire du vrai stock picking. Donc, une approche un peu thématique et du stock picking. Sur les autres zones géographiques, on investit, mais on investit à travers des trackers ou des dérivés. On fait de l'allocation d'actifs, on ne fait pas de stock picking sur la Chine, on ne fait pas de stock picking sur l'Inde, on n'a pas les équipes pour ça, on n'a pas le niveau ou la qualité de suivi. Donc globalement, on ne s'amuse pas à ça, on fait juste du stock picking. Action US, oui. Action européenne, oui. Le reste, ce sont juste de l'allocation d'actifs. Bien sûr, on fait un peu sur les actions PME, ce qui est intéressant, c'est qu'on a en gérant un interne qui ne fait que ça. Donc, Sébastien, spécialisé sur la gestion des small caps. Donc, on a la capacité d'investir en direct sur les small caps ou à travers des fonds ou à travers des trackers. Les devises, bien évidemment, il y a des expositions de devises. Quand on achète des actions américaines, on expose des dollars. Donc, la gestion de devises, elle peut être où on prend le risque de dollars, où on le couvre, où on le fait en partie. C'est à nous, en fonction des scénarios qu'on a définis. Donc, on travaille la devise comme un actif à part entière. Sensibilité, c'est important de voir la fourchette, c'est -3 + 7, et on les utilise. Je rappelle qu'en 2022, la hausse des taux, on ne l'a pas trop subi, on a fait une performance positive, et grâce à une sensibilité négative notamment. Donc globalement, on fait vraiment, quand on a des convictions fortes sur l'évolution des taux, on peut avoir une sensibilité taux qui peut être négative ou qui peut être très positive inversement. Bon, après, c'est la partie obligataire, high yield, obligations hors zone euro, on fait ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on peut aller chercher du portage sur le high yield, que ce soit, et même éventuellement sur le high yield américain si on en avait envie. Je pense que c'est un sujet qui va venir lors du jour assez rapidement, même si aujourd'hui, c'est pas là-dessus qu'on est le plus investi. Les obligations hors zone euro, bien sûr. Et puis, l'utilisation des dérivés. Là, les dérivés, c'est ou de l'exposition, mais beaucoup de couverture. L'idée, c'est les dérivés, ça nous sert à piloter le risque. C'est une donnée qui est essentielle dans la gestion de ce portefeuille, la gestion du risque. Et on utilise beaucoup de dérivés sur la gestion du portefeuille. Alors, on a plein d'outils. Est-ce qu'on les utilise? On a juste pris sur l'année
passé, donc sur un an, l'évolution de notre delta action et l'évolution de la sensibilité. Donc, on voit que le delta action, il a quand même varié significativement sur l'année. On était plutôt défensif en fin d'année dernière. On a une conviction en début d'année assez forte sur le marché action européenne. On considérait qu'il était très en retard, qu'il y avait vraiment des décotes, qui étaient en dessous de sa moyenne historique. En termes de valorisation, il y avait quand même quelques bonnes nouvelles qui étaient mises en place. Voilà. Donc, globalement, on était assez positif. Donc, on a monté la duration, le delta action assez fortement. Donc, on est repassé de 35-40%, on est remonté autour de 60%. Le marché a plutôt bien fonctionné. C'était un pari ou une exposition très positive. Donc, on a bien profité de la hausse des marchés actions européens en début d'année. On s'est dit que c'était un peu vite quand même. On a raison, mais on a raison vite et fort. Donc, on a commencé à protéger le portefeuille et on l'a fait de deux façons. On l'a fait, sur des options longues, un peu des options catastrophes avec une distance de 10%, donc un peu en dehors de la monnaie. Donc, c'est juste en disant, bon, s'il se passe quelque chose, si on a raté un truc, la vol n'était pas chère, donc c'était pas beaucoup d'argent à mettre dans l'histoire pour se protéger. Et on l'a fait d'une deuxième façon avec des options plus courtes pour protéger sur un événement qui était la mise en place des tarifs. Donc, on en parlait beaucoup, il y avait beaucoup de bruit autour de ça. On s'est dit, peut y avoir un déclencheur. Donc, on avait des options très courtes, donc peu chères, volatilité faible. Et donc, ça nous a permis, au moment où Trump a annoncé les tarifs au début avril, quand les marchés se sont un peu effondrés, on a vu notre delta action qui a fondu parce que le gamma des options en portefeuille, il s'est accéléré. Donc, mécaniquement, le delta action s'est écroulé. Donc, on s'est retrouvé avec un delta action à quasiment 30%. Donc, on était dans la monnaie sur toutes les options. Donc, ça a été quand même très favorable. Et après, ce qui est le plus important, c'est de savoir les sortir. Donc, on les a sortis peut-être un peu tôt, mais on a coupé ces positions, ce qui nous a permis, au moment où les marchés ont rebondi, de participer à la rebond. Et donc, on a eu une remontée en deux fois. On a coupé les options. Une fois, hop, on remonte directement le delta et deuxième fois de ce mouvement-là. Donc, globalement, cette gestion des dérivés nous a permis de gérer notre delta action de façon très, très dynamique. Et puis, sur la suite de l'année, on a réduit un petit peu en fonction de la hausse des marchés actions. On retrouve à peu près la même chose sur la sensibilité, même si c'était moins moteur de performance sur l'année 2025. On avait quand même joué la baisse des taux en début d'année, notamment sur la partie intermédiaire des courbes, sur des futurs 5 ans sur la partie obligataire européenne. On a aussi fait quelques mouvements sur les obligations américaines. Et aujourd'hui, on est sur une position un peu plus neutre avec une duration qui est autour de 1,5 sur l'ensemble du portefeuille. On verra tout à l'heure sur la partie obligataire si on se focus sur la partie obligataire. Ça, c'est pour la partie flexible. Alors, qu'est-ce que ça donnait comme performance ? Parce que ça, c'est quand même intéressant de savoir, OK, on nous explique ce que vous faites, mais globalement, sur la performance, ce que j'ai envie de dire sur la performance, c'est que sur du moyen long terme, on surperforme assez nettement nos indices et nos compétiteurs avec un classement qui est premier, deuxième quartile depuis le début d'année, sur 3 ans des deuxième quartile, sur 5 ans des premiers quartiles, sur 8 ans des premiers quartiles. Ah, vous me dire, ouais, mais sur 3 mois, vous êtes moyen. C'est vrai. Mais c'est parce qu'on fait des choix. On peut être contrariant et on assume ça. C'est-à-dire qu'on peut avoir un tort, on n'a jamais tort au bon moment. C'est très difficile d'avoir une allocation d'actifs ou des modifications d'allocation d'actifs qui payent tout de suite. Donc, globalement, on accepte sur des périodes courtes d'être un petit peu en dehors du marché. C'est ce qui s'est passé sur les 3 derniers mois. Et on voit que déjà sur un mois, on rattrape un petit peu cette sous-exposition et on a quand même performé. On est dans le deuxième quartile. Donc, globalement, premier, deuxième quartile sur du moyen long terme. Et après, la deuxième chose qui me semble intéressante d'ajouter, c'est que l'alpha, il est important. Pardon, l'alpha, il est important. C'est-à-dire qu'on ne surperforme pas de 1,5 ou 2%. C'est-à-dire que quand on a raison, les positions qu'on peut prendre en place amènent à surperformer de façon très significative. Si on voit sur 5 ans et sur 8 ans. Même sur 1 an, on surperforme très nettement le marché. Non, mais il y a un point, et si tu me permets, Eric, de rajouter un point, c'est-à-dire que, évidemment, ce slide de performance, il est évidemment essentiel dans l'univers des produits financiers. L'autre élément qui semble quand même extrêmement important, c'est la volatilité du portefeuille et surtout de voir comment le portefeuille a travaillé quand ça a été compliqué. Parce qu'au bout du compte, c'est ça que les gens ont cherché à acheter au cours des dernières années sur des fonds flexibles. Ce qui n'a pas forcément très bien fonctionné, c'est de se dire, on a eu l'impression très souvent qu'en achetant ce type de fonds, l'équipe de gestion, le gérant, ce qu'on veut, allait faire mieux quand ça allait baisser et pareil quand ça allait monter. Et au bout du compte, ce n'est pas exactement comme ça que ça s'est produit et c'est certainement la classe d'actifs et la typologie de produits qui a entraîné le plus de déception
Et de la déception parce qu'à un moment donné, ce qu'on a cherché à vendre, soit on l'a peut-être un peu survendu, soit au bout du compte, la réalité opérationnelle n'était pas conforme avec ce qui s'est passé dans la réalité des marchés. Et c'est vrai, quand on voit la séquence des 5 années là qu'on vient de vivre, quand même, elle est importante, cette séquence de 5 années, parce que 2020, Covid, 2022, crack obligataire, on peut imaginer que cette séquence-là, quand même, elle est très révélatrice de ce qu'on peut être capable de faire dans des moments où c'est compliqué. Quand c'est plus simple, bon, je ne vais pas dire qu'on s'en fiche, mais ce n'est pas là le plus important. Mais d'avoir une performance positive en 22, quand le marché a les résultats que vous connaissez tous, ça montre bien que ça crée une différence majeure. Et sur la durée, c'est cette différence-là qui fait des écarts types qui sont très importants. Parce qu'aujourd'hui, d'avoir 95 de perf sur 5 ans, c'est-à-dire que ça vient un peu plus de 10 annualisés versus un indice qui fait 25, c'est un différentiel qui est extrêmement puissant. Et c'est vrai qu'on a évidemment cette notion de temps, elle est extrêmement importante sur les produits financiers, mais voilà, que ce soit sur 1 an, que ce soit sur 3 ans, que ce soit sur 5 ans, que ce soit sur 8 ans, ça a surperformé de façon systématique. Alors, ça veut dire qu'on a été bon, voilà, et on a le droit d'être bon. On ne va pas s'excuser d'avoir été bon, d'avoir bien travaillé, d'avoir fait les bons choix. Donc ça, c'est un élément qui est extrêmement important. Et surtout, d'avoir fait des bons choix souvent. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas se tromper, mais au bout du compte, le fait d'avoir été véritablement flexible, le fait d'avoir vraiment pouvoir utiliser tous les outils à notre disposition en vrai, à la fin, si on ne l'a pas trop mal fait, ça crée des écarts de performance qui sont importants. Et c'est ça que les gens sont venus acheter à un moment donné. C'est ça que les gens y cherchent. Et au bout du compte, l'idée, c'est qu'il n'y ait pas de tromperie sur la marchandise. Alors, oui, il y a des fois, on fera peut-être un peu moins bien, mais au bout du compte, l'objectif, c'est de se dire sur la durée, si on arrive à rendre ce niveau de performance, alors on ne fera peut-être pas 10 tous les ans, mais si on fait allez, entre 5, 6, 7, on sera très content d'avoir fait ça, avec une volatilité maîtrisée, avec un SRI 3, ça coche la case d'un fonds qui est au cœur d'un portefeuille et qui permet de dormir tranquille et d'avoir autour de ça tout un tas de satellites que vous allez pouvoir aller chercher sur des actions, sur des ETF, sur tout un tas d'autres choses. Mais ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. Pour nous, c'est essentiel. Et donc, on peut dire bravo parce que quand c'est bien, il faut le dire. On est suffisamment amène de dire quand c'est pas bien. Mais là, évidemment, c'est même très bien. Voilà. Alors, bon, en 2 mots, la gestion du risque, je ne vais pas revenir dessus, mais on voit ici le résultat de nos couvertures du mois d'avril, où on a fait globalement un max drawdown autour de 6%, alors que le marché a fait moins 12%. Donc, et on a rebondi de la même façon. Donc, c'est ça qui est intéressant, parce que le problème de se couvrir, c'est bien, il faut savoir se découvrir, sinon on voit le marché repartir et on reste derrière. Donc, globalement, cette couverture, cette gestion du risque, avec toujours on a toujours quelque part un peu de protection, un peu lointaine, mais toujours un petit peu en fonction des niveaux de volatilité, mais globalement, on est quand même assez actif là-dessus. Ça permet de gérer les niveaux de stress importants et c'est là où on a fait des surperformances importantes. Donc, je ne vais pas revenir trop longtemps là-dessus, mais globalement, vous connaissez ces indicateurs de risque de Quantalis. On est plutôt très bien noté sur la partie risque. Et ça c'est vraiment un des métriques sur lesquels on veut travailler, sur lesquels on continue d'être très, très vigilant. Alors, les radars Sony, je vais laisser Eric faire le détail des radars Sony. L'idée, c'est de résumer un petit peu nos expositions sur la macro. On ne va pas faire une grande explication macro aujourd'hui, ce n'est pas le but. Mais on va revenir juste en 2 mots sur les 3 grandes zones géographiques et notre positionnement qui se traduit assez bien graphiquement sur cette page. Oui, donc comment il faut lire cette toile? En fait, plus le chiffre est élevé, plus on est confiant sur l'impact positif de ce critère. Donc, on va commencer par la zone américaine. On a un début de mise en place de politique monétaire un peu plus assouplissante, donc un peu plus favorable. Donc, on est un peu plus positif là-dessus. L'inflation, pour nous, reste un élément d'attention aux États-Unis. La croissance, en tout cas à ce stade et en perspective, reste un élément plutôt favorable. Un point d'attention aux États-Unis, c'est bien entendu les valorisations de marché. Donc, on va regarder, on pourrait parler des heures et des heures sur la macro, mais on a essayé de synthétiser un petit peu notre vue. Donc, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui aux États-Unis? C'est qu'on a une consommation qui continue d'être favorable, notamment tirée par les gens aux revenus les plus forts, les plus importants. Donc, on a cette consommation qui est un élément important de l'économie américaine. Plus de 70% de l'économie américaine est basée sur la consommation et ça reste à ce stade un moteur important. Par contre, ce qu'on constate, on voit qu'on a un secteur de l'emploi qui se dégrade. La question aujourd'hui sur laquelle on s'interroge en quasi permanence, c'est est-ce que c'est une normalisation
de ce marché de l'emploi, ou est-ce qu'on se retrouve plutôt dans une forte dégradation de ce marché de l'emploi? On surveille bien entendu plusieurs indicateurs de près. On l'a vu avec le JOLT cette semaine, qui est l'indicateur des postes ouverts aux États-Unis. On a eu dans la donnée de cette semaine le nombre de personnes à la recherche d'un emploi supérieur au nombre de postes ouverts. C'est une donnée qui se dégrade et qu'on surveille parmi tant d'autres de près. Ce qu'on voit aussi, c'est que, vous savez, la Fed a un double mandat, un mandat lié à le maintien de la stabilité des prix et un mandat pour favoriser l'emploi. On voit qu'aujourd'hui, la Fed semble accorder un peu plus d'importance au volet emploi. Donc, on a le début de ce cycle d'assouplissement monétaire qui se met en place aux États-Unis. Là aussi, peut-être un petit bémol, c'est que les anticipations de marché sur la politique monétaire américaine nous semblent peut-être un peu trop optimistes par rapport à la réalité du rythme que déploiera la Fed. Ça fait partie des éléments qu'on suit de près. Et l'autre élément qui nous avait déjà peut-être amené à être un peu plus défensif dans notre positionnement aux États-Unis, c'est l'impact des tarifs sur les prix. Aujourd'hui, on considère qu'environ 3% sont reflétés dans les prix aux États-Unis. On le voit, on vous a illustré ici un commentaire de l'équipe de direction de Walmart qui dit voir les prix monter chaque semaine et que ça devrait continuer dans les semaines à venir. Donc, on pense que cet impact des tarifs devrait s'accélérer sur les trimestres à venir. C'est un élément qu'on suit de près et bien entendu un élément sur la valorisation des marchés. Si vous regardez, on a mis un petit tableau ici. Donc, vous voyez les divers multiples aux États-Unis. Sur le S&P, on est près des niveaux du pic des 10 dernières années. Ce qui nous permet aujourd'hui de quand même avoir des marchés qui continuent de progresser malgré des valorisations attractives. C'est qu'on a des bonnes surprises côté croissance bénéficiaire et côté marge des entreprises aux États-Unis. Que ce soit sur 2025 ou jusqu'ici, on a eu plutôt des bonnes surprises niveau croissance bénéficiaire. Et pour 2026 et 2027, qui continue d'être revue à la hausse. Donc, on a cette dynamique qui permet à ce stade de maintenir des niveaux de PE élevés, même si ça demeure un point d'attention. Alors, sur la partie chinoise, aujourd'hui, donc on a notre radar qui nous donne une vision un peu plus positive là aussi sur la politique monétaire. On s'attend à des points de relance relativement forts de ce côté-là. Aucune inquiétude côté inflation sur la zone chinoise aujourd'hui. Au contraire, c'est plutôt un élément favorable aussi. Un petit bémol sur la croissance qui tarde à redémarrer et sur la valorisation des marchés qui continue à être attractive. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'on a la conso qui s'essouffle et les capex qui semblent se volatiliser. Malgré les tarifs, les exports ont continué de bien résister. Ça, on l'explique par une activité de front-loading des entreprises américaines qui ont sans doute accéléré leurs commandes avant la mise en place des tarifs. Et ce qu'on constate, une très bonne performance des marchés sur juillet, août et septembre, des marchés chinois. Mais si vous le voyez notamment dans le bloc tout à gauche, la partie en jaune, c'est la partie qui est expliquée par une revalorisation des PE. Donc, on continue d'être positif sur cette zone, mais on a réduit de moitié notre exposition. Faut rester exposé à cette zone parce que, encore une fois, même malgré ce repricing, les valos sont attractifs et on a quand même un potentiel de points de relance et de croissance économique qui reste intéressante. On va terminer par l'Europe, où là, on a une politique monétaire où le gros du travail a été fait. Ça a été un gros soutien depuis le début de cette année, où l'inflation reste plutôt positive. Le gros du travail a été fait. On a une inflation qui a quand même sensiblement ralenti. On a une croissance qui est revue un petit peu à la hausse, mais qui lague un petit peu par rapport aux États-Unis. Et on a des valorisations, même si elles sont toujours décotées par rapport aux États-Unis, qui ont repricé en partie. Donc, dans le détail, on peut le voir ici, on voit que la politique, les événements politiques en Europe continuent de plomber la confiance des consommateurs et que ça, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a tendance, dans tous les principaux pays européens, à plutôt épargner aujourd'hui qu'à consommer. Donc, point d'attention pour voir quand cette confiance reviendra et pourra participer à cette relance et qu'on attend beaucoup des divers plans de relance en Europe aujourd'hui, notamment les plans en Allemagne, mais que ça sera une mise en place progressive et que les marchés ont peut-être anticipé une partie un peu en amont, donc on surveille ça de près. Et ce qu'on disait tout à l'heure sur la valorisation des marchés, on voit que les PE ont sensiblement reprogressé, même si on est quand même loin des pics historiques, contrairement aux États-Unis. On a quand même eu un repricing, une partie du chemin qui a été fait.
Merci Eric. Alors, on va rentrer peut-être un peu plus en détail. Moi, ça, c'est une reprise de ce qui vient d'être dit. Donc, globalement, en 2 mots, on voit qu'on a un positionnement qui est un peu défensif. On a quand même beaucoup de points rouges, donc c'est plus sous-exposition. Globalement, on est sous-exposé à la partie action américaine et européenne aujourd'hui. Alors, même si les marchés montent beaucoup aujourd'hui, il nous semble qu'ils anticipent beaucoup de bonnes nouvelles et ils sont assez complaisants avec l'environnement géopolitique et avec les risques qu'on peut avoir sur le dérapage d'inflation et sur une hypothèse de politique monétaire très agressive de la part de la Fed, ce qui n'est pas obligatoirement gagné. On continue à être plutôt positif, on était très positif, on est juste positif sur la partie Chine émergent avec la baisse du dollar et les re-ratings des multiples et les stimulus qu'on peut attendre, et le bureau qui va arriver à la fin du mois, on peut s'attendre à une politique de relance. Bon, les emprunts d'État, les govies US, on n'est pas positionné aujourd'hui, on est vraiment sur des reportifications de cours, ça a commencé. On pense que le mouvement n'est pas terminé. Donc, plutôt investi sur l'IG et de façon un peu sélective sur la partie AI pour aller chercher du portage. Et sur le dollar, on est légèrement négatif par rapport à nos benchmarks. On est quand même un peu investi sur la partie US dollar aujourd'hui. Donc, voilà un peu globalement. Donc, ce qui est important, c'est de regarder un petit peu à quoi ressemble le portefeuille aujourd'hui. Donc, ça, c'est une synthèse de nos expositions. On va commencer par le risque. Donc, notre risque, il est plutôt la jauge. Elle est plutôt côté gauche, elle est plutôt dans le mode attention, on est un peu prudent. On pourrait être dans l'autre sens, mais aujourd'hui, on est des niveaux d'attention qui nous paraissent importants à être. Donc, globalement, ça se voit sur l'ensemble des différentes catégories. Les expositions actions, on le voit bien. Le change, c'est la même chose. On n'a pas d'actifs décorrélés, ça c'était peut-être un truc qu'on aurait dû jouer, mais on ne l'a pas aujourd'hui en portefeuille. La sensibilité taux, on est neutre. Et le crédit, on fait un peu attention. Donc, globalement, quand on regarde ce graphique, il faut regarder depuis le départ. Donc, ici, on a au milieu l'exposition action. On a 32% d'actions, 53% d'obligations et on a 15% de cash équivalent. Et après, dans le détail, si on monte un petit peu vers l'extérieur, on voit que sur la partie obligataire, c'est plutôt l'investment grade qui prédomine avec une diversification sur les convertibles qui nous paraît une classe d'actifs qui redevient intéressante parce qu'il y a du rendement, il y a La convertible, c'est ce qu'on aime bien, c'est le truc un peu convexe, c'est-à-dire que si ça se passe mal, on aura le rendement, et si ça se passe bien, on aura un peu de pondération, on aura un peu d'exposition action. Ça a plutôt bien marché, c'était un peu en désuétude sur les convertibles. Aujourd'hui, ça revient au goût du jour et c'est pareil, donc on ne travaille pas le gisement. Il y a des choses qui sont intéressantes, donc on est revenu, on en a 12% dans le portefeuille. C'est vraiment ce qu'on aime bien et c'est un peu le schéma qu'on aime bien globalement dans le portefeuille. Et sur la partie crédit, high yield, en fait, les 10% de high yield, c'est beaucoup de call court. Donc, c'est des obligations qui vont être remboursées dans les 6-12 mois. Mais on a un portage qui est en général très intéressant et qui nous permet de faire du rendement. On cherche du portage aujourd'hui. Le message, c'est on cherche du portage. On ne cherche pas à faire des exploits. On a quelques positions un petit peu, on va le voir après, sur différents segments. Mais globalement, le portage nous semble être le seul élément positif à très court terme. Sur la partie action, 32% d'actions. Donc, on voit qu'on est surpondéré dont 18% sur les actions européennes, donc il reste une dépondération importante. Sur les actions US, 8% et sur les émergents. Donc, globalement, quand on regarde les marchés, la taille des marchés, on est vraiment sous-pondéré sur les actions US parce que ça devrait représenter une part plus importante. Les émergents, on est surpondéré, même si c'est inférieur par rapport au poids dans les indices. Donc, globalement, quelque chose d'à peu près équilibré, mais avec plutôt favorable sur la partie action euro. Et après, on décompose nos expositions parce qu'on a une gestion un petit peu, et ça, c'est vraiment l'apport d'Eric sur cette exposition cœur thématique. Donc, on a un cœur de portefeuille et des thématiques qu'on peut imaginer dans les scénarios. On va revenir juste après sur ces différentes thématiques. Un point sur la partie monétaire, la façon dont on travaille chez nous. On a un peu de monétaire en direct, du cash sur des obligations très courtes ou sur du ticket monétaire. Et puis, en fait, je considère que toutes les couvertures, parce qu'on a des couvertures sur les US et sur la zone euro, quand on est long d'action en direct et qu'on est couvert pour en partie, on le remet dans la partie monétaire. Ça permet d'intégrer les dérivés sur cette exposition globale du portefeuille. Donc, le message, c'est un portefeuille un petit peu en mode prudence, à court terme, parce qu'on ne va pas rester comme ça pendant des années, mais globalement, on suit ce qui se passe dans les marchés. On pense que les marchés vont corriger, au risque de corriger dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Donc, ce sera l'occasion peut-être de revoir cette allocation d'actifs. Et puis, une diversification globale. Et on va voir un petit peu le message aussi qu'on a, c'est que ce n'est pas tellement l'allocation d'actifs qui nous fera l'alpha dans les
mois ou dans les semaines qui viennent, ça va être plutôt le stock picking, le choix des valeurs et les thématiques sur lesquelles il y a des écarts très importants, il y a des rotations qui sont très rapides. Donc, c'est là-dessus qu'on va se focaliser pour générer de l'alpha. En 2 mots, la poche obligataire, donc on en a parlé, 3,57. Tout à l'heure, on parlait d'un nickel parce que c'est sur l'ensemble du portefeuille. Et là, ça représente 53. Donc, sur les 53%, on est à 3,5 de sensibilité obligataire. Essentiellement sur la zone euro. On le voit, c'est en vert. Et sur la zone euro, on est plutôt sur le 2,7 ans. Donc, globalement, on ne va pas chercher trop long. On pense que les courbes sont encore dans un mouvement de quantification. Et donc, globalement, on préfère être sur la partie de 5 ans. On est un peu long sur la partie australienne. On ne veut pas être long sur les États-Unis parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a les déficits, il y a un peu de dollar bashing. Donc, globalement, on préfère être sur un proxy. Et donc, c'est pour ça qu'on a 5% sur les emprunts d'État en Australie. Et puis, on est short Japon. Ce sont des petites monétaires qui remontent. Enfin, les taux vont remonter au Japon. On a déjà commencé. Ça devrait continuer. Et donc, je ne suis même pas parlé de la dette au Japon ou du niveau de dette. Donc, globalement, on est un peu négatif, autour de 4,60 sur la partie japonaise. Et après, c'est toute la granularité qu'on retrouve sur le portefeuille obligataire. Donc, ça veut dire qu'on fait beaucoup de choses aussi à l'intérieur du portefeuille obligataire. On retrouve ici les convertibles dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis, les différents, les calls courts là, le portage, ça c'est vraiment la stratégie portage. Et puis les emprunts d'État. Et alors sur les emprunts d'État, on retrouve l'Australie et on a une position un petit peu sur l'Italie et même un petit peu sur la France. On estime que le French bashing est passé et que le supplément de rendement, on n'a pas 15%, mais on en a un petit peu aujourd'hui sur la partie de 5. Voilà. La partie action, la même chose, l'analyse de la partie action rapidement. Pour le détail de notre exposition. Oui, donc comme on a une approche un peu prudente aujourd'hui sur les actions de façon globale, on pense que notre génération d'alpha, elle va venir par notre allocation thématique et notre sélection de titres. Donc, on a plusieurs thématiques aujourd'hui qu'on met en avant dans le portefeuille. Une thématique cœur qui est la même qu'on peut retrouver aussi dans Sony North America, c'est qu'on regarde les valeurs qui ont montré leur capacité à faire croître régulièrement leurs dividendes. Donc, ça, c'est une thématique importante parce que ce sont des valeurs qui ont tendance à mieux résister dans les phases de choc de marché. Mais on est aussi aujourd'hui, de façon sélective, capable d'aller chercher des valeurs qui offrent des rendements élevés, et pas nécessairement une régularité de la croissance, mais des rendements élevés. Et dans d'autres secteurs où on aime bien, on pense que ce sont des secteurs importants pour les années, les trimestres à venir, on a tout ce qui tourne autour de l'innovation technologique, autour de l'IA. Et puis, on le voit, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, on a des plans de relance dans les infrastructures qui nous paraissent être des thématiques importantes. Donc, on identifie ces thématiques et ensuite, avec la recherche interne qu'on peut faire avec Léon et les autres membres de l'équipe Action, on va essayer d'aller chercher les valeurs qui seront les gagnants dans ces secteurs d'activité et qu'on va repondérer en fonction de notre niveau de conviction dans nos poches actions. Donc, en 2 mots, voilà, on pense plus que la génération d'alpha, elle viendra sur la partie européenne et américaine par la sélection de thématiques et notre sélection de valeurs. Et notre allocation sur les émergents et la Chine, c'est de pure allocation d'actifs qu'on fait à travers des produits passifs, soit des dérivés futurs ou soit des ETF. J'ajoutais juste un mot, ce qui est intéressant depuis qu'Eric nous a rejoint et qu'on peut faire du stock picking à la fois sur les États-Unis et sur l'Europe, c'est qu'on peut avoir une approche différente entre les différentes zones, entre les différents secteurs. Donc, on est plus fin dans notre analyse et on peut surpondérer la tech aux États-Unis et surpondérer l'infrastructure en Europe. Voilà. Donc, globalement, on le voit, on est plutôt industrie sur l'Europe et on est plutôt tech sur les États-Unis. Donc, ça me paraît, c'est peut-être un peu évident, mais c'est important dans notre choix de valeur. C'est pour ça que la génération d'alpha sur les choix de valeur, elle est plus importante qu'auparavant. C'est-à-dire qu'on a élargi, on a plus de valeur en direct que ce qu'on pouvait l'avoir par le passé. Et c'est quelque chose d'extrêmement positif. En 2 secondes, ça c'est juste un résumé, on ne va pas revenir sur l'ensemble du truc. Donc globalement, le delta action est autour de 32%. Sensibilité taux sur la poche obligataire, donc au niveau global du portefeuille, c'est la moitié, donc on est autour d'un 70, 75% sur la sensibilité au niveau de l'ensemble du portefeuille. Une exposition dollar autour de 8%. Un rendement moyen du portefeuille obligataire à 3,30 et un PE de 4,61. Donc, ce n'est pas faible. Hein. Globalement, les marchés se sont bien revalorisés, mais on accepte de payer un peu plus cher si on a de la croissance. Donc, globalement, on a un PE qui est autour de 14,61. Et autres, sur là, c'est l'exposition sur de l'or australien. Donc, voilà, là, globalement, l'exposition, le résumé de notre exposition. Et on va terminer par nos principaux messages. Donc, qu'est-ce que c'est que le portefeuille aujourd'hui? Quel est le message qu'on veut véhiculer aujourd'hui dans le portefeuille de Sony Alpha Club? C'est qu'on a un peu de défensif. Les marchés ont vraiment une performance extraordinaire sur l'année 2005 dans un environnement qui est quand même
un peu compliqué, avec des risques de faux signaux un peu partout, des risques géopolitiques qui sont quand même avérés, qui sont quand même forts. Le marché n'a pas l'air de vouloir ou les ignore totalement. Donc, on trouve les marchés un peu complaisants. Donc, c'est pour ça qu'on a réduit nos allocations sur la partie action. Sur la stratégie taux, donc ce que je disais tout à l'heure, le portage et des mouvements de quantification de courbes et des arbitrages intra-courbes entre les États-Unis et l'Europe. On a pu jouer ou avec le dollar australien, comme on a pu l'évoquer. Sur l'allocation thématique, rendement, transition énergétique, techno, IA et infrastructure, c'est les thématiques qu'on essaie de jouer dans le portefeuille. Donc, c'est pas parce qu'on est un peu sous-pondéré qu'on n'est pas actif et qu'on n'est pas investi sur les différents. Donc, on est vraiment, on est capable de générer de l'alpha là-dessus. Et puis sur les devises, un retour prudent sur le dollar. Il y a beaucoup de dollar bashing. Il y a quand même, les stratégies sont tous entre 1,20, 1,25, 1,30. Bon, on attend un peu tout. Il ne faut pas oublier que l'économie américaine est quand même très résistante, que c'est la plus grande économie mondiale aujourd'hui. C'est la plus grande, et c'est là où il y a le plus de consommateurs. Donc, ça reste les moyens de paiement usuels. Donc, il ne faut pas être trop négatif sur le dollar, même s'il y a des raisons pour lesquelles aujourd'hui on se retrouve sur ces niveaux-là. Et puis, une petite exposition tactique sur le dollar australien. Voilà un petit peu les positionnements du fonds. Je vais laisser Christophe conclure peut-être. Conclure, oui, bon, c'était pas mal, hein, pour des perdreaux de l'année, c'était bien, c'était riche. C'était riche. Non, il y a beaucoup de questions, alors on va essayer de les prendre dans l'ordre, parce que évidemment, la présentation a été très riche. On a fait un peu plus longue d'habitude, bien évidemment, parce que la matière nécessitait effectivement de pouvoir dérouler tout ça. Alors, il y a des questions que je vais prendre moi, et il y a des questions que je vais vous donner vous. La première question, qui est une question un peu bateau, alors je ne dis pas ça, je connais bien celui qui l'a posé, donc je me permets de le dire, mais une question bateau sur le timing. Alors là, c'est moi qui vais répondre. Dans un fonds de cette nature-là, ce qu'on a essayé de vous montrer là, c'est que bien évidemment, comme on utilise la totalité des outils et des bornes à notre disposition, c'est typiquement le type de fonds sur lequel la question du timing, elle ne peut pas se poser en fait. Il n'y a pas de timing. C'est-à-dire que l'idée là, vraiment, c'est de revenir à la genèse de l'histoire de ces fonds flexibles / absolute return, c'est-à-dire quelles que soient les conditions de marché, l'ensemble des outils à notre disposition nous permettent, en tout cas, si on ne se trompe pas, bien évidemment, mais d'aller chercher de la performance ou de la protection pour ne pas faire n'importe quoi. S'il y avait un chiffre à retenir, c'est le max drawdown du fonds qui a été de -6 au cours des 5 dernières années, des moments où les marchés actions ou obligataires ont fait moins que -6, il y en a eu beaucoup. Et au bout du compte, on a réussi à maîtriser cette volatilité de par l'utilisation de l'ensemble des outils à notre disposition. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important. Donc évidemment, il n'y a pas de timing, mais c'est ça aussi que nous, on cherche en termes de business model pour nous, mais aussi pour vous et aussi pour vos clients. C'est de dire que ce type de fonds-là, il a été construit il y a bien longtemps. Je crois que c'est 2019, Eric, hein, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais il a été construit il y a bien longtemps pour être une allocation cœur de portefeuille dans une gestion patrimoniale un peu traditionnelle, et qu'autour de ça, on allait pouvoir y adjoindre des outils satellites pour aller chercher ou de la perf, ou de la protection, ou de l'immobilier, ou des structurés, ou de la SCP, ou ce que vous voulez, ou du private equity. Donc, cette notion cœur de portefeuille, elle est extrêmement importante. Et par nature aussi, comme il n'y a pas de timing, l'idée aussi, c'est que ce soit un fonds qui ne soit pas arbitré dans le temps. C'est-à-dire que voilà, vous positionnez ce fonds dans le portefeuille, il peut être évidemment alimenté inversement programme, mais globalement, cette sorte de timing, honnêtement, je pense qu'elle n'a pas lieu d'être de mon point de vue par rapport à ça. Donc ça, c'est le premier point et la première question. Le corollaire de ça, et on nous demande, et ça c'est une question un peu plus traditionnelle, où est-ce que le fonds est référencé ? Ce fonds-là, il est référencé partout, hein, dans toutes les plateformes avec lesquelles vous travaillez habituellement. Hein. Donc, c'est un fonds qui a une large exposition chez l'ensemble des assureurs. Donc, il est éligible chez tous les assureurs que vous connaissez. Donc, et si toutefois il ne l'était pas sur un assureur auquel on n'aurait pas pensé, n'hésitez pas à nous envoyer un message à Paul ou à moi, et on fera le nécessaire pour faire le job à ce moment-là. Donc, ça, c'est pour cette première partie timing. Ensuite, il y a une autre question un peu plus technique, hein, c'est pour vous les garçons, ça concerne, c'est quoi la nature des produits dérivés qu'on utilise, levier, pas levier, quel niveau de complexité? Donc il y a une vraie question par rapport à ça. Alors, on fait des produits un peu vanille, hein, c'est des options, des futurs globalement, plutôt sur les indices principaux, que ce soit le Standard & Poor's, l'Eurostoxx ou le CAC 40, en fonction des hypothèses qu'on peut avoir. Donc, globalement, on l'utilise beaucoup en couverture.
plutôt la partie optionnelle. Et après, on peut l'utiliser en expo ou en surexpo. Tout est possible sur ce portefeuille-là. Le jour où on sera, ça nous permet de piloter une allocation d'actifs assez rapidement si on a une modification de nos objectifs ou notre allocation d'actifs. Donc ça nous sert vraiment à piloter le delta action ou la sensibilité du portefeuille. Globalement, c'est vraiment 2 outils sur lesquels on va très vite. On peut changer, on peut passer d'un delta action de 30 à 50 ou à 60 en 2 minutes. Donc ça nous permet d'être très, très réactif quand on a une modification ou des signaux qui nous paraissent importants. Voilà, donc il y a les 2 niveaux, exposition, allocation active, et puis sur les options, cette gestion un petit peu des risques catastrophes. On a toujours un petit peu de protection qui traîne, entre guillemets, dans le portefeuille, qui nous permet d'éviter les gros max drawdown. C'est assez important pour notre portefeuille. Peut-être juste à ajouter en fait, on a une position cœur en titre vif sur l'Europe et les US qui est plutôt fonds de portefeuille et qu'on va amplifier ou protéger cette poche qui, pour nous, est une poche plutôt long terme via ces dérivés. Alors, il y a une autre question très intéressante, merci Nicolas de l'avoir posée, concernant quelque part l'utilisation du modèle Kant dont on a parlé au début. C'est-à-dire qu'on voit qu'au 3e trimestre de l'année, les marchés montent très fort. Et l'idée, c'est, je veux bien que vous reprécisiez comment on utilise ce modèle quantitatif et quelle aide à la décision il nous apporte, et qu'au bout du compte, je connais la réponse, mais que c'est bien le gérant qui appuie sur le bouton et que le modèle quantitatif, il est juste là pour apporter une idée et que ce soit plutôt un modèle, c'est plutôt un modèle anti-inertie qu'un modèle quantitatif. L'idée, c'est que le modèle avec une aiguille qui nous pique les fesses pour nous réveiller, c'est un truc qu'on n'avait pas vu. Mais je veux bien que vous reprécisiez un peu le fonctionnement du modèle quantitatif par rapport à ce qu'on fait. On va peut-être pas rentrer dans le moteur, mais l'important, la façon dont on l'utilise, c'est après, il faut bien l'utiliser. Il faut être un peu confiant dans l'histoire. Les signaux qui nous sont donnés ne sont pas des signaux d'achat ou de vente. On n'est pas dans une gestion systématique. C'est-à-dire qu'on ne va pas déclencher des achats parce qu'on a un signal positif. En revanche, si on est, comme c'est le cas un peu aujourd'hui, pour être très transparent, le signal sur les marchés américains ne sont pas si négatifs que ça, et nous, on est un peu plus négatifs que ça. Donc, mais ça nous interroge, et ça nous interroge sur notre positionnement aujourd'hui, clairement. On a une réunion de gestion la semaine prochaine, ça va faire partie des discussions importantes qu'on va avoir, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, le signal de cet indicateur, il n'est pas si négatif que ça. On a peur, nous, des faux signaux. Donc, c'est ça qu'on essaie aussi de dire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses cachées ou qui ont été, donc il y a beaucoup de restockage, il y a beaucoup de choses, il y a les tarifs, on ne voit pas où ils sont. Donc, globalement, on a l'impression qu'il y a eu une montée des tarifs, mais personne ne les paye. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça qui nous paraissent importantes. On a quand même des signaux sur la partie, on l'a vu tout à l'heure, sur la partie chômage et autres qui commencent à se dégrader de façon significative. Donc, voilà. Donc, mais on le regarde quand même, ça nous interroge, il faut qu'on le regarde, il faut qu'on traite l'information. Et c'est comme ça qu'on va l'utiliser. C'est très clair pour nous. Il faut qu'on réduise ce biais cognitif. On l'a tous. Alors déjà, d'avoir une gestion collective, ça évite ça, d'avoir un sentiment du gérant, c'est important, mais on ne peut pas travailler qu'à l'intuition. Donc, il faut supprimer ou réduire ça. Cet outil sert essentiellement à ça. Créer des interrogations entre la perception que nous, on peut avoir du marché et ce que va nous donner le modèle et nous interroger quand il y a des divergences. Je ne sais pas si on a répondu. Ouais, je n'avais pas rallumé mon micro. Oui, c'est bien. On va reprendre juste 2 ou 3 questions et puis après, on va clôturer. Il y a une question dollar, mais je la garde pour après et c'est moi qui vais répondre. Il y a une question sur… on parlait de correction tout à l'heure, de marché actions qui pouvaient être suffisamment haut. Quand on parle de correction, c'est un mot un peu galvaudé. C'est quoi correction? C'est 5, c'est 10, c'est 15, c'est 20. Parce que correction, ça ne veut rien dire, évidemment. C'est quoi dont on parle? C'est quoi le risque dans lequel on peut s'exposer aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qui pourrait être au-delà d'un signe noir, un truc où le marché corrige? Est-ce que c'est de la respiration? Est-ce que c'est de la correction? Là, la sémantique, elle est diverse et variée, mais c'est un point qui est important aussi. On peut répondre tous les deux, mais c'est plutôt une respiration. C'est juste… faut quand même pas oublier, il y a quand même une valorisation des marchés et aujourd'hui, c'est quand même dans l'environnement dans lequel on est, ça nous paraît quand même très, très complaisant à plein d'égards. Donc, 5-10%, oui, il n'y a pas de sujet, mais ce sera plutôt sectoriel. C'est pour ça que notre approche la plus importante aujourd'hui par rapport à l'allocation d'actifs, c'est vraiment notre approche, notre diversification sur la partie thématique sectorielle. Mais oui, 10, 15, 10, oui, ça paraît envisageable. Ce que je dirais même au-delà de ça, c'est que dans cet environnement où on a beaucoup de signaux contraires, c'est qu'à ce stade et aujourd'hui,
tout le positionnement, c'est qu'on voit qu'il y a un potentiel de hausse qui est beaucoup moins important qu'un potentiel de baisse, et que dans cet environnement-là, on préfère privilégier, protéger un petit peu la performance et d'aller la chercher sur des générations d'alpha, sur des thématiques spécifiques sur la partie action, que de simplement s'exposer au marché. Après, il faut un déclencheur hein, pour des corrections. Il y a toujours un déclencheur de quelque chose. Donc, ça peut être plein de choses. La politique monétaire, ça peut être un déclencheur. On est très, très ambitieux sur la baisse des taux dans le marché. Alors, on a déjà un peu corrigé, mais globalement, on est ambitieux sur la partie longue de la courbe des taux. S'il y a 4, sincèrement, avec les niveaux d'inflation qu'on a aujourd'hui, les niveaux de croissance, ça paraît être le bas. Je ne pense pas qu'on ira tout de suite beaucoup plus bas. Il faudrait qu'il se passe quelque chose. Donc voilà, donc il y a des déclencheurs, il y aura un déclencheur. On surveille de près les taux, on surveille de près les indicateurs de chômage. Voilà, donc c'est un peu ça. Allez, dernière question, après je prends le dollar. Une question de mon ami François. Une position sur l'or, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il pourrait y en avoir? Est-ce qu'on en a eu? C'est quoi un peu le positionnement sur cette matière première qui fait débat? Je ne vais pas verser une larme parce que je devrais, mais oui, on peut en avoir. On n'a pas joué le dollar. L'or, c'est un truc. On a clairement. Aujourd'hui, l'or, c'est le corollaire de la défiance vis-à-vis du dollar. C'est clair. Les banques centrales ont augmenté leur réserve en dollars. Il y a une vraie. On cherche. Et c'est ça qui est étonnant, c'est que d'un côté, tous ces actifs qui sont des actifs de protection sont recherchés. Donc, on voit l'or qui monte au plus haut ever. On n'en a pas eu, malheureusement. Je dis ça, si on peut dire que c'est une erreur, oui, en tout cas, c'est un manque. On aurait dû, en début d'année, avoir ce genre d'actifs, c'est sûr. Bon, c'est pas maintenant qu'on va venir, je pense, le faire. Mais c'est effectivement, on a dans notre outil, dans notre boîte à outils, ces actifs décorrélants. Oui, on peut en faire. Mais techniquement, on ne l'a pas fait. On aurait effectivement dû en faire. Ok, Eric Lafrenière, je te laisse un mot sur le dollar parce que je ne vais pas répondre tout seul parce que je sais que sinon tu vas venir me tirer les oreilles dans mon bureau après. Alors, c'est une vision très américaine qu'on va voir. Hein. Non, mais le dollar, on est à 1,17, 1,18. Juste la question de Stéphane, après on zappe et je vous parlerai, juste rester une seconde parce que je vous donnerai une petite exclue tout à l'heure, mais 1,25 le dollar. Aujourd'hui, j'ai envie de dire que le sentiment négatif sur le dollar, notamment depuis mars, février, mars-avril, c'est progressivement mis en place, qu'on arrive un petit peu sur des niveaux importants de côté négatif sur le dollar. On a des débats avec Eric, hein, c'est un sujet dont on parle tous les jours, des fois plusieurs fois par jour. Et j'étais encore à un déjeuner avec des stratégistes des US qui faisaient une tournée à Paris aujourd'hui. Ce que moi je constate aujourd'hui, c'est que le niveau, en tout cas du côté US, et que je partage en partie, que le mouvement de balancier est allé un peu trop négatif côté dollar. Que dans les prochaines semaines, moi, en tout cas d'ici la fin de l'année, je vois plutôt une stabilité dans ces niveaux-là, et que si la politique économique de Trump, faut se rappeler qu'il marche quand même sur un fil très étroit, mais que si jamais sa politique se met en place, je suis plutôt d'avis qu'on pourrait avoir un retour potentiel de balancier, avoir un dollar qui reprogresse un petit peu. Mais en tout cas, d'ici la fin de l'année, je vois plutôt un dollar stable sur ces niveaux-là. 15 à 20, quoi. Et on aura peut-être, en fonction des éléments, au début d'année prochaine, une vision un peu différente du dollar. Mais en tout cas, pour la fin de l'année, on reste plutôt sur cette fourchette de niveau actuelle sur le dollar, d'où notre exposition d'à peu près 9% quand même sur la devise. Alors, ça me permet de faire la conclusion, parce que ce dollar, c'est un vrai sujet chez nous. Et d'ailleurs, on a décidé, donc ce sera la thématique de notre prochain webinaire. On a décidé de lancer un fonds qui s'appelle Sonny US Corporate 2031. Alors, tout est dans le nom. Voilà. C'est un fonds daté. Chez Sonny, les fonds datés, les fonds obligataires, c'est notre univers historique. On sait très bien gérer ce type de fonds-là. Vous avez compris qu'aujourd'hui, avec l'évolution de l'équipe de gestion de Sonny, avec des gérants internationaux, des gérants US, d'avoir une exposition sur les US, on sait faire, on sait traiter, on sait gérer. Et donc, l'idée, c'est qu'on va lancer donc, le premier fonds. Donc, il va être référencé dans toutes les plateformes avec lesquelles vous travaillez dans les prochaines semaines. On a lancé donc un premier fonds daté, investi 100% dans des valeurs corporate en dollars. Voilà. L'idée, c'est que cette idée, on l'avait depuis longtemps. Avec un dollar en début d'année à 1,02, il ne nous semblait pas que c'était opportun. Mais aujourd'hui, le vrai intérêt de lancer un fonds corporate oblique daté 2031 sur les US, c'est profiter d'un écart de spread qui est bien supérieur aux États-Unis versus en Europe pour le même niveau de notation.
Globalement, pour une notation moyenne simple B, enfin double B, pardon, vous allez avoir du 4,50 en Europe, vous allez avoir du 6,50 aux US dans les grandes masses. Vous avez un horizon de taux avec des baisses de taux potentiels qui sont quand même très largement pricées aux États-Unis entre maintenant et fin 2026. Donc, le moteur duration sur un fonds daté, c'est un vrai moteur important. Et donc, 2031, c'est une bonne exposition de notre point de vue aussi par rapport à ça. Et puis après, il y a un autre moteur de perf qui n'existait pas sur les fonds datés historiquement parce que 100% des fonds datés que vous avez utilisés sont des fonds datés en euros. D'avoir un moteur dollar avec un dollar à 1,18 aujourd'hui, le lancer maintenant, ça nous semble être une bonne idée pour aller chercher un moteur de performance complémentaire, à la fois à un coupon qui est plus élevé qu'en Europe et une duration qui sera aussi plus élevée avec une gain de potentiel sur la baisse des taux qui sera aussi importante. Donc, ça nous semble être une super idée. En tout cas, elle a pour l'instant trouvé une bonne partie de son public. Donc, c'est certainement une bonne idée qu'on va pouvoir creuser, qu'on vous creusera un peu plus en détail dans notre prochain webinaire. Mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire. Voilà, la matière qu'on traite, c'est une matière vivante. Voilà. Les vérités du jour d'aujourd'hui ne sont pas forcément les vérités de demain. Les vérités sont souvent successives aussi. Donc, il y a plein de choses à réaliser aujourd'hui. Et d'avoir une exposition sur le dollar d'une manière ou d'une autre, sans forcément être exposé à la volatilité des marchés actions, ce n'est pas complètement débile dans une allocation d'actifs patrimoniales à long terme pour un client en particulier. Voilà, écoutez, merci à tous. S'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu, vous pouvez me tirer l'oreille. Avec Paul, on viendra répondre à tout cela. Merci à tous, bonne fin de journée, bon week-end. Merci aux deux Eric et on vous dit à très bientôt. À très bientôt. Merci.